je ne bois pas, je ne fume pas, mais qu'est-ce que je peux sucer? On n'est pas bien là à sucer des pastilles d'ici, Jack. Oh Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous sommes aujourd'hui le 16 février, si mes calculs sont bons. Il y a 15 jours, nous vous parlions d'anthropomorphisme avec Pedro, Chacha, Pépé et moi-même Mollusque. Et il se trouve que nous étions présentés par Angelo. Donc c'est à vous de faire la pastille, monsieur Angelo. C'est à moi, monsieur Angelo, de vous faire la pastille. Et du coup, comme c'est ma première pastille, je me suis permis quelques largesses sur les chroniques que je fais habituellement. Donc, chronique un peu spéciale, un peu plus longue que ce que je fais habituellement et que j'ai dû écrire en plusieurs jours. Désolé, je vous fais un peu peur. Je ne vous cache pas que j'étais... C'est en 3 points, là, c'est en 5. Je ne vous cache pas que j'étais très peu inspiré. J'ai très peu inspiré. Je m'en suis rendu compte juste après l'ordi. Très peu inspiré. J'hésitais entre diverses œuvres, dont notamment Sonic, qui aurait bien accompagné notre thème sur l'anthropomorphisme, ainsi qu'un EP d'un artiste américain que j'apprécie beaucoup. Mais après la lecture d'une œuvre qui a dernièrement fleuri un peu partout dans les bonnes librairies lors des fêtes, et la fascination qui nous a suivis pour une affaire très précise, j'ai pris le choix, une fois n'est pas coutume, de vous parler d'un fait divers qui, plus de 75 ans plus tard, est totalement ancré dans la culture populaire et stimule toujours autant l'imaginaire collectif. Jingle, mon bon chacha. Oh, je sais... Non, attends. Il a toujours le même morceau pour s'entendre en fait. Je suis au volant de ma Pontiac. J'ai le main sur le volant. L'autre sur une bouteille de bibine. Ah oui, c'était le soleil se couche dans le rétroviseur. C'était sur les mafieux qui avaient pris ça, je sais plus. Non, roman noir. Le crime. J'aurais pu dire meurtre. Le meurtre. Donc je vais, monsieur, ce soir, je vais vous parler du Dahlia noir. Je vais vous parler du Dahlia noir. Attention, je le répète, c'est une chronique spéciale. Je vais, pour commencer, vous parler brièvement de l'œuvre, ou devrais-je dire du chef-d'œuvre. Et justement, tu avais parlé pendant le Noir Polar, non, du Dahlia noir. Eh bien, oui, j'en ai fait mention brièvement du fait, c'est ça, et oui, de celle du Dahlia noir de James Ellroy, sorti dans les années 80, mais ce soir je vais vous parler du Dahlia noir de Ron et de Florent Maudoux, sur laquelle je vais m'appuyer non pas pour en faire son analyse comme je le fais ordinairement, mais plutôt pour vous narrer l'affaire du Dahlia noir, afin d'essayer humblement de vous y passionner comme cela m'a passionné à la lecture de cette magnifique bande dessinée, car oui, il s'agit donc d'une bande dessinée, vous l'avez ici, alors je vais vous la faire circuler... Je vais vous la faire circuler à la fin de ma première partie. Pour l'instant, je la garde. Et oui, ça fait partie de mes stratégies pour vous tiquer votre intérêt. Donc, je vais m'attaquer au Dahlia noir en deux parties. Je ne vous l'ai pas dit. Donc, je vais vous, évidemment, comme d'habitude, vous donner quelques données contextuelles vis-à-vis de l'objet que j'ai entre les mains. En première partie, donc, je m'attarderai sur cette œuvre, une œuvre originale et de très grande qualité, pour ensuite m'attaquer comme jamais à la mythique affaire du Dahlia noir. Donc, quelques données. Il s'agit, oui, donc, je vous le disais, d'une bande dessinée, mais pas que, c'est bien plus que ça. Elle s'intitule A Short Story et se sous-intitule, je ne sais pas si ça se dit comme ça, La véritable histoire du Dahlia noir, et elle a été créée par les mains habiles de Ron à l'écriture et de Florent Maudoux au dessin. C'est publié depuis le 31 août 2022, mais ça pullule depuis les fêtes dans les librairies et c'est édité par Rue de Sèvres sous sa collection du label 619. Donc, c'est forcément un très bel objet. Je rappelle à nos vénérables auditeurs que Ron, c'est l'auteur de Mutafoukaz. Vous connaissez Mutafoukaz, monsieur ? Oui. C'est quand même incroyable. Ça a été adapté en film d'animation, d'ailleurs, en 2018, dans une coproduction franco-japonaise avec une distrib technique incroyable. Et Florent Maudoux, c'est l'auteur de Freak Squill et de sa superbe suite Funérailles. Si vous ne connaissez rien de ce que je viens de vous énumérer, ne réfléchissez même pas une seconde, vous foncez, c'est un ordre. Voilà. Ok. La première partie, donc, justement, cet objet que j'ai là, que je cache, justement, parce que je sens qu'ils sont hâte. Donc, A Short Story, c'est une œuvre dont la bande dessinée n'intervient qu'entre parenthèses. Attention, messieurs. D'un récit documentaire et documenté, une recherche qui relate la vie, la vraie, avec un grand souci du détail d'Elizabeth Short,
plus connu sous le nom funeste du Dahlia Noir, et qui avait quitté son Massachusetts natal pour s'installer à Los Angeles dans les années 40, dans l'espoir de percer dans le milieu hollywoodien. L'histoire et les dialogues s'appuient sur tous les documents et les témoignages déclassifiés il y a peu par le FBI. Voilà pourquoi cela nous offre quelque chose ici d'inédit, qui s'éloigne de la myriade d'œuvres fictives plus fantasmées de la malheureuse bête. Les auteurs se sont concentrés plus précisément sur les 3 derniers mois qui précèdent le terrifiant, monstrueux, effrayant, je ne sais que choisir, assassinat toujours non élucidé de la jeune femme de 22 ans. Les planches sont tellement méticuleusement documentées que l'on peut lire à la fin les sources et les recherches du dessinateur pour reconstituer au détail près les bâtiments, places et réverbères du LA de la fin des années 40. Dans ce grand bouquin au format 24-32 qui contient 112 pages, se trouvent les cartes postales des lieux visités par Elizabeth Short. Un grand récit chronologique de ces 3 derniers mois avec des extraits de correspondance, des descriptions de lieux, les environnements et les personnes qu'elle a côtoyées, un dossier sur son autopsie qui va vous glacer, messieurs, je vous préviens tout de suite, parce que je vais vous le faire après. L'analyse de son corps par les enquêteurs, un dossier sur chaque principal suspect, ainsi que des révélations plus récentes faites par des journalistes en plus des enquêteurs. Un corpus des articles et des titres de la presse lors de la découverte du Dahlia Noir, les échanges des auteurs de la bande dessinée avec ces différents acteurs, enquêteurs, journalistes, s'étant penchés eux aussi sur l'affaire, et enfin un plan précis du quartier dans lequel son corps a été retrouvé, car cela coïncide avec diverses suppositions concernant justement différents suspects. Je fais une pause, je vous fais partager le bel objet. Hop, Alors, juste, peut-être que tu l'as dit un peu vite, mais short story, c'est le côté, c'est genre il y en a plein, et là c'est le Dahlia Noir, il y en a Ça, c'est Lisa Short en fait. c'est Lisa Short, putain, je me suis perdu. oui, bah oui, Bon, voilà. après, c'est un jeu de mots, voilà, c'est ça. Donc là, vous avez les cartes postales qu'elle a des différentes villes. Voilà, c'est ça. Donc elle partait de Boston. Alors elle part dans des endroits chauds, Miami, puis Los Angeles. Elle fait un petit crochet à San Diego. Ouais, Et elle revient à Los Angeles. Pourquoi ? Parce que en fait, elle avait une espèce d'asthme. Elle avait... beau. Ah bah c'est très très beau. Il y a quand même une quinzaine de pages de documentation. Oui. Alors non, ça c'est juste au début. Parce qu'en fait, la BD ne vient qu'entre parenthèses. Vous allez avoir différents récits au fur et à mesure, en fait. Mais oui, Florent Maudou. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous ne connaissiez pas Funérailles, je ne peux que vous le recommander très chaudement. C'est vraiment très très beau ce qu'il fait. Florent Maudou, en règle générale, que ce soit le dessin, que ce soit les couleurs. Et vous allez voir que par rapport aux différentes personnes qui gravitent autour de la vie d'Elizabeth Short, les visages, tout est fait avec minutie, tout est fait consciencieusement et c'est très très beau. Sans vous parler d'ailleurs des dominantes de couleurs, alors là je vous dis ça, là j'improvise, je ne lis pas mon texte pendant que Mollusque feuillette, mais vous allez voir que c'est un objet de grande qualité. C'est très beau. Bah, en fait, c'est de l'aquarelle avec des traits un peu plus travaillés. Et la couverture est somptueuse. Ah ouais, Ouais, c'est ouais. magnifique. C'est incroyable. L'édition est magnifique en elle-même. L'édition, label 619, donc c'est quelque chose de relié, c'est toujours très très beau. C'est toujours label 619, de toute façon, Ouais. leur marque de fabrique, c'est la reliure avec le tissu là, qui est incroyable à chaque fois. Je vais vous expliquer sans trop de développement, évidemment je vais essayer de rester concis, sans trop de développement l'affaire non élucidée du Dahlia Noir et revenir sur quelques épisodes de la vie d'Elizabeth Short qui demeurent encore des mystères et qui sont maintenant tellement connus, justement certains de ces épisodes, qu'ils ont leur propre nom d'après les enquêtes qui ont été menées. Le 15 janvier 1947, dans un champ d'un lotissement encore vacant sur le côté ouest de South Norton Avenue, à mi-chemin entre Coliseum Street et la West 39e, dans le quartier encore en développement de Leimert Park, une riveraine du nom de Betty Bersinger promène sa fille de 3 ans. Elle découvre vers 10h du matin ce qu'elle pensait être au début un mannequin d'une boutique de prêt-à-porter vulgairement jeté dans un champ. Quand elle réalisera qu'il s'agit d'un cadavre, elle appellera immédiatement la police depuis le téléphone de la maison la plus proche. Quand je dis qu'elle découvre un corps, attention messieurs, accrochez-vous car voici les détails. Elle découvre un cadavre très habilement mis en scène, un corps nu, totalement vidé de son sang, donc d'un blanc très pâle, très livide, et sectionné parfaitement en deux au niveau de la taille, sans aucune trace de frottis sanguin, de déchirure ou de tache, ce qui signifie que le corps a été lavé et que la bisection s'est faite de main de maître, cliniquement pour ne pas dire chirurgicalement parlant. Alors je pèse mes mots puisque dans les suspects, on en reviendra plus tard dessus, on estime que voilà, ça a été fait par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Donc nous avons des jambes écartées d'un côté et puis un haut du corps un peu plus loin.
Le haut du corps est mutilé, les mains au-dessus de la tête, des portions de peau au niveau de ses seins retirées pour laisser les muscles apparents, faites très finement, très probablement avec un scalpel, et un sourire de Glasgow au-dessus du visage, pratiquement jusqu'aux oreilles. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un sourire de Glasgow, messieurs ? C'est quand on te coupe le le bord Joker, des lèvres. La lacération des commissures, voilà, Pour moi, j'ai dit le Joker de Batman, mais c'est ça. c'est ça. très c'est bien. Le C'est sourire ça. de l'ange à une époque aussi. Aussi, Ouais. voilà. Il y a des marques d'étranglement au niveau du cou et au niveau du il y a des marques d'étranglement au niveau du cou, oui c'est ça, et des marques de corde au niveau des bras et des jambes. Alors ça c'était pour le haut du corps, le bas du corps. Messieurs les copains, messieurs dames les auditeurs, j'insiste encore sur le fait que ça va être glaçant et que oui, peut-être que j'aurais dû choisir Sonic le hérisson comme chronique, mais c'est trop tard. On retrouve donc son bas du corps à côté, les jambes grandes écartées. Dites-vous bien qu'Elizabeth Short a été sectionnée en deux, mais pas éviscérée. Son intestin avait été habilement replié sous ses fesses. Son pubis est victime de multiples lacérations croisées, qui révèlent, au cas où vous ne l'auriez pas compris, que nous avions affaire ici à un pervers narcissique qui a eu un grand accès d'acharnement sexuel. Des poils pubiens sont arrachés et retrouvés dans son anus dilaté de 3,2 cm suite à une sodomie post-mortem, probablement à l'aide d'un objet car le sphincter perd son élasticité une fois l'arrêt des fonctions vitales. Aucune trace de sperme n'est retrouvée. J'ajoute cependant, messieurs, que l'expertise médico-légale de 1947 n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc, dans un univers parallèle, qui sait, voilà. Avant de finir par un dernier détail, je le dis aussi maintenant, mais le corps n'a pas été lâché au hasard. Le lieu a très sûrement du sens pour le meurtrier. C'est ainsi que je passe à la page 89, hop, que je chope ici en un seul mouvement. C'est un truc de dingue. Ouais. Ça, c'est impressionnant, par contre, déjà. Hein. Tout ce que tu viens de nous dire, là, tu fais... Ouais. Pouh. Alors, oui. Monsieur ne connaît pas l'intérêt du marque-page, apparemment. Non, parce que moi, j'y vais comme ça. Alors, c'est parti. je vous préviens. La jambe gauche de la victime présente une profonde ponction de chair de 8,9 cm sur 10,2 cm, c'est-à-dire à l'endroit de son tatouage, car Elizabeth Short avait un tatouage en forme de rose sur le haut de sa jambe. Donc, ça a été découpé très finement, probablement au scalpel, comme ça a été scalpé en fait, tout simplement. Et ce morceau de peau où il y avait son tatouage, on le retrouve à l'intérieur de son vagin, avec des lacérations croisées multiples. Ce détail est assez révélateur de la psyché du tueur qui a probablement voulu faire payer à Elisabeth ce tatouage qu'elle aimait exhiber, au point de s'acharner dessus, de le retirer de sa jambe pour le placer dans son appareil génital. Ces actes, comme le sourire de Glasgow, peuvent être compris comme des attaques personnelles contre la féminité et la séduction qu'elle exerçait. Une partie extérieure du corps d'Elisabeth avait été déposée avec les jambes écartées, ce qui pourrait aussi être symptomatique d'une personne qui veut détruire l'image de la femme et l'humilier. L'individu a dû se sentir menacé par la féminité dégagée d'Elizabeth Short et a pu transformer sa détresse sexuelle en toute puissance. Dans ce cas de figure, l'assassin a vécu un orgasme narcissique avec une exaltation de lui-même quasi mystique dans la chosification et la mise à mort d'Elisabeth. Il pourrait aussi s'agir d'une forme de mise en scène d'un sacrifice rituel. Voilà ce que découvre le peuple des États-Unis le 11 janvier 1947, le lendemain de sa mort. Donc là, déjà, vous comprenez un peu mieux la puissance évocatrice du nom du Dahlia noir. Et du coup, c'est médiatisé à un niveau national à l'époque ? Alors, très vite. Au début, c'est Los Angeles, c'est la presse locale, et puis très vite, c'est les médias nationaux, parce que la mise en scène de la mort est tellement impressionnante que tout le monde va s'en saisir. Et puis, alors, je vous passe les détails si vous voulez, mais en fait, ça va parasiter l'enquête, parce que tout le monde voudra s'approprier l'enquête. Tout le monde va chercher. Veut avoir le scoop. Donc, tout le monde va freiner les enquêteurs. Donc... hélas, ça participe au fait que ça ne sera jamais élucidé, puisque en fait, les enquêteurs auront pas mal de freins à cette époque. Alors maintenant que vous êtes passé derrière le rideau macabre du mythe du Dahlia noir, je vous donne désormais quelques éléments avant de vous relâcher dans la nature, avec, je l'espère, tout un tas de questions qui feront que vous voudrez en savoir plus et que vous lirez de votre côté des ouvrages sur cette affaire, qui est, je le rappelle, une des plus vieilles non élucidées du côté du comté de Los Angeles, mais surtout une des plus grandes, si ce n'est la plus grande affaire de meurtre non élucidée des États-Unis. En un peu plus de 75 ans, il y a eu plus de 500 confessions, initialement 60 lors de l'enquête, dont certaines faites par des gens qui n'étaient même pas encore nés durant l'affaire. Il y avait 22 suspects originels, dont 6 médecins, incluant 4 chirurgiens. Je reviens dessus, et je reviendrai encore dessus après. Maintenant, on pourrait en regrouper presque une centaine de suspects, maintenant, en 2023, puisque l'enquête
suit encore son cours. Alors, pas par l'État, mais encore par les journalistes, etc. Enfin, voilà, vous avez des détectives privés. Enfin, ça continue. Dans les suspects, d'ailleurs, entre autres, on pourrait citer Orson Welles et Woody Guthrie. Ils font partie de la liste des suspects. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse lire ça. Je vous laisse vous renseigner de votre côté. Vous verrez que c'est toujours un peu glaçant. La grande majorité des suspects sont des hommes. Mais alors, attention, la grande majorité, je le répète, la grande majorité des suspects sont des hommes. Mais attention, il n'est pas exclu qu'au moins une femme ne soit impliquée. Et je reviendrai dessus sous peu. Pourquoi autant de personnes ? Parce que dans la vie d'Elizabeth Short, c'est très difficile, et surtout sur ces dernières semaines, de compter le nombre d'hommes qui ont gravité autour d'elle. C'était une femme qui rencontrait énormément d'hommes, pratiquement tous les soirs. Alors attention, c'était une allumeuse, mais pas une prostituée, contrairement à ce que disait la presse au début. C'était une femme qui aimait être accompagnée. Elle sortait pratiquement tous les soirs. Non, elle faisait sa petite live, elle avait bien raison. Quoi. Voilà, et très malheureusement, c'était une femme qui faisait souvent les mauvais choix, et donc rencontrait les mauvaises personnes. C'était une femme qui mentait à son entourage, qui se créait une vie, et l'on sait presque de sources sûres, d'après les derniers témoignages, que c'était une femme qui, sur ces toutes dernières semaines, était devenue angoissée et qui était probablement traquée par une, sinon 3 personnes. L'épisode qu'on appelle les Three Strangers, les 3 inconnus. Un épisode qui est très bien retranscrit en bande, en planche dessinée, dans cet ouvrage ici. Maintenant que je vous ai parlé de cet épisode, je vous parle de l'autre épisode qui a donné lieu à moultes œuvres, donc The Missing Week, la semaine manquante, sa dernière semaine avant sa mort, à partir du 9 janvier. C'est simple, elle disparaît. Avant ça, si vous voulez, c'est une femme qui est très extravertie. Donc elle correspond beaucoup avec beaucoup d'hommes, avec beaucoup de femmes, avec sa famille. Elle sort tout le temps, elle est souvent en contact avec des gens. Elle est visible. Ouais, elle est visible. Donc c'est pour ça que sa vie est très bien documentée avant cette dernière semaine. Et c'est pour ça que les dessinateurs ici ont très bien reconstitué les 3 derniers mois de sa vie. Mais cette dernière semaine qui précède sa mort, impossible, vraiment impossible de savoir de source sûre ce qu'elle a fait et qui elle a rencontré, même si, je vous le rappelle, dans cette œuvre, vous avez les témoignages de différentes personnes approchées par la police qui témoignent de sa dernière semaine, et il y a quand même plus ou moins des témoignages qui concordent sur les faits qu'elle était pourchassée par entre 1 et 3 personnes, dont au moins une femme, et une femme qui était, alors comment les gens témoignaient, une femme blonde, de Bossy Blonde, donc une blonde apparemment qui lui donnait des ordres, qui était assez flippante. Une bully, quoi. Ouais. Voilà. Mais il y a des suppositions de séquestration, du coup Il y a des suppositions de séquestration, mais pas que. Tout est ouvert. Ouais. Alors, je peux pas vous en dire beaucoup plus, parce que sinon, je prendrais énormément de temps. Et encore une fois, tout est très habilement développé dans cet ouvrage. Messieurs les copains, je conclurai sur 3 points. Le premier, c'est qu'un des principaux suspects, donc peut-être même le principal maintenant, n'a été révélé que en 1996 par un ancien journaliste du Los Angeles Times qui a mené son enquête personnelle pendant X années, je ne pourrais même pas vous dire combien de temps. Je vous laisserai en découvrir plus par vous-même également, car c'est tout simplement fascinant et angoissant d'en apprendre dessus. Donc il s'agit d'un chirurgien brillant dont l'ex-femme habitait à peine 50 mètres de là où le corps a été retrouvé. On pourrait supposer que en fait, c'était une sorte de message mystique envoyé à son ex-femme pour lui faire payer ce qu'elle lui a fait. Le deuxième, c'est que le Dahlia Noir n'a jamais été un surnom d'Elizabeth Short de son vivant. C'est un titre qui a été donné par la presse après sa mort, parce que Beth se teignait les cheveux et s'habillait de noir. Ah, c'était même pas par rapport à la fleur qu'elle avait sur la peau. Eh ben non, même pas. Donc en fait, c'est pareil, quelque chose qui a vachement créé de nulle part, alimenté, mais en fait, de son vivant, pas du tout. Le dernier point, messieurs, ce sera une citation d'Harry Hansen, enquêteur du LAPD sur l'affaire à l'époque. Alors attention, je vous préviens. LAPD, Los Angeles Police Department. Oui, de Police Department. Je vous préviens, le type mâche pas ses mots, c'est une autre époque. Hop, je finis là-dessus, page 96. Oula, je sens qu'il va être... entre ma tablette. Oui, cette meuf, c'était quand même une sacrée salope. Donc ça m'étonne pas que ça lui soit arrivé. Non, mais en vrai, c'est ce qui est arrivé pour le petit Grégory, c'est le gendarme. Hein. Non, je vois ce qu'il veut dire, mais bon, on verra si je garde. Je pense que vous êtes pas bien. Je dis juste ce qu'il va dire le gars. Je dis pas. Tu dis autre époque, mais finalement, c'est ce que j'allais te dire. Il y a encore 15-20 ans, on avait des affaires où t'as des mecs, fallait voir ce qu'ils racontaient, quoi. Regardez le reportage sur le petit Grégory. Attends, on va en entendre plus déjà. Allez, c'est parti, je vous la lis. Elle est pas très longue. Alors, elle semblait ne pas avoir de but précis ou de principe dans la vie.
Elle a jamais eu d'emploi stable tout le temps qu'elle a passé à Los Angeles. Elle avait pas un gros QI, c'était évident, et elle vivait à la petite semaine au jour le jour. À l'autopsie, ils ont découvert que ses dents étaient pleines de caries. Elle les remplissait avec de la cire de bougie. C'était une fille facile qui se jetait dans les bras des hommes, mais ce n'était pas une prostituée pour autant. Toutes sortes d'hommes ont traversé sa vie, mais on en a trouvé seulement 3 qui ont eu une relation sexuelle avec elle. C'était une allumeuse. Elle a mené par le bout du nez et fait souffrir pas mal de types. Elle cherchait les ennuis au fond. Il n'y avait pas grand-chose de sympathique en elle. Il y a eu d'autres crimes la même année qui étaient au moins aussi monstrueux, avec des victimes au moins aussi jolies, et pourtant aucune de ces affaires n'a entraîné le même intérêt et de loin. C'est ce nom, le Dahlia Noir, qui a déclenché tout ce battage. Ces simples mots cités dans cet ordre, et le meurtre d'Elizabeth Short est devenu un phénomène à travers tout le pays. Le noir, c'est la nuit, ça évoque le mystère, l'interdit même. Le dahlia, c'est une fleur exotique et mystérieuse. On n'aurait pas pu trouver un titre plus fascinant. N'importe quel autre nom, ça n'aurait jamais eu le même impact. Et voilà, c'est tout pour moi, messieurs. Oh, c'est pas... Du coup, en rebondissant sur un petit peu ce truc-là, est-ce qu'elle a rencontré le succès à Hollywood ou est-ce que... Pas du tout. Elle a eu qu'à posteriori, finalement, quoi. Elle n'a pas eu de... Alors, À le titre succès, posthume, oui, elle a eu un succès à titre posthume. Enfin, le succès. La notoriété, tu veux dire? Oui. Voilà. Oui, Et, moi, je parle de notoriété de son vivant, en fait, quoi. Enfin, est-ce que... Non, jamais. Jamais, Donc, mais elle fréquentait des gens du milieu, mais sans jamais vraiment réussir à percer. sans jamais réussir à percer. Voilà. Ok. Mais elle a rencontré énormément de gens du milieu, et voilà pourquoi on retrouve dans des suspects des types comme Orson Welles, comme Woody Guthrie, qui autour de la date de sa mort sont des mecs qui se sont barrés à l'autre bout du monde, qui n'ont pas voulu répondre à des questions. Enfin, il y a des trucs qui sont toujours plus ou moins flous. Mais mine de rien, ce ne sont pas les principaux suspects. Et je vous rappelle que si vous creusez là-dedans, vous verrez les principaux suspects, c'est assez glaçant comme truc. Il y a un truc que je vous dis aussi à l'oral comme ça, que je n'avais pas préparé avec la chronique, mais il faut savoir que le tueur a communiqué avec la presse après sa mort. Il a communiqué avec la presse avec des... Vous savez... des lettres dans les journaux. Voilà, les lettres composées voilà. de gens découpés. Alors, il avait envoyé une première lettre, et c'est ça aussi qui a fait que ça enflammé. C'est pas le même mec que ce serait Zodiac. pas Zodiac. On peut pas ouvrir l'enquête, nous d'ici. Sans rire. C'est là que ça a véritablement enflammé l'attention nationale. Ils sont sûrs que c'est bien de lui parce que alors je vais te dire pourquoi c'est sûr que c'est bien de lui, parce qu'en fait le type, avec sa première lettre qu'il a envoyée à la presse, a donné les affaires personnelles d'Elizabeth Short qu'il n'arrivait pas à retrouver lors de sa mort. Donc le type est forcément il a forcément. Ok, non mais voilà, mais ça. Et ça il en a envoyé 2 autres. Alors la deuxième lettre qu'il a envoyée, c'était grosso modo tracez-vous de me retrouver parce que sinon je le ferai jamais moi-même, je suis trop lâche, un truc comme ça. Et le troisième truc, elle a été retrouvée dans une poubelle sur les bords de Malibu. Par un maître nageur qui a vu un type bizarre jeter un truc et se barrer. Et en fait, quand il a retrouvé la lettre, après, elle a été identifiée. Enfin, la presse a pris, ça a été identifié par la police. Et en fait, on se rendait compte que c'était très probablement le tueur, sauf que le mec s'est barré. On n'a jamais réussi. Et du coup, ça a entretenu le truc comme ça. Voilà. Et du coup, dans la lettre que tu nous as lue à la fin, il y a le flic qui disait oui, ça arrive régulièrement. Oui. Du coup, c'est des cas, c'est ce genre de cas qui arrivait régulièrement quand même à Hollywood à l'époque. Alors, Los Angeles. Le mec a sorti ça. Non. En fait, il faut savoir que toute cette époque, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale et post-prohibition, les années 40, c'est les années qui suivent la Grande Dépression américaine. C'est donc des années dans lesquelles vous avez énormément d'inégalités sociales, et c'est des années dans lesquelles la criminalité avait atteint des records incroyables. Vous ajoutez à ça le fait que dans les années 40, le Hollywood des années 40 attirait énormément de jeunes femmes comme Elizabeth Short qui voulaient justement percer dans le milieu d'Hollywood à partir de leur physique. Donc ça attire les rapaces. Voilà, donc ça attirait tout un cosmos de gens plus ou moins louches, et voilà pourquoi vous aviez souvent des faits lugubres comme ça. D'ailleurs, c'est très marrant, bof, mais Elizabeth Short, alors c'est le coup du destin, hein. Elizabeth Short, elle meurt à côté du boulevard qui s'appelle je sais plus quoi, et en fait le nom de ce boulevard, c'est le nom d'une victime sur laquelle elle était fascinée, une petite gamine à Chicago qui a été lacérée, coupée en petits morceaux et jetée dans une poubelle. Et en fait, c'était déjà à cette époque une grande affaire nationale non élucidée que les types étaient dessus. Et Elizabeth Short, elle était là, elle essayait sans arrêt d'avoir la fin du truc.
Et voilà, elle savait pas que 3 mois plus tard, ce serait son tour. Mais voilà, ouais, c'était une époque pas très ouf, quoi. Et vous avez d'ailleurs un moment dans la BD, un des types, donc elle se faisait héberger chez plusieurs personnes, elle se faisait payer l'hôtel, elle avait énormément d'impayés, elle devait énormément d'argent à beaucoup de monde, donc vous vous rendez bien compte que ça augmente les possibilités. Hein. Voilà, ça augmente les probabilités de tomber Après, sur une ça fait mauvaise plus... personne. Enfin, la façon de faire et tout, je suis désolé, mais le côté, tu vois, le tatouage qui va dans le vagin et tout, ça fait plus le mec qui hait les femmes. Ou... En fait, c'est con, mais j'ai vu une... Alors, ça fait j'ai vu une vidéo de Squeezie, mais qui tombe, mais qui en fait, c'est des personnes qui racontent des histoires d'horreur. Il y en a un qui a raconté une histoire vraie, c'est qu'il avait, en tant que gamin, en fait, à un moment, il a perdu un de ses potes, enfin pas perdu, je veux dire, dans le sens où eux, ils sont partis, parce qu'en fait, il a appris pas longtemps après que le père de son pote en face a voulu attaquer, agresser quelqu'un, et en fait, ils ont appris 1 an après qu'en fait, ce gars-là, 5 ans avant, il a fait ça à une meuf, il a mis 123 coups de couteau. Oh putain. Et en fait, c'était une explication des policiers. C'était qu'en fait, le gars a dit en fait, j'ai une haine des femmes de dingue. Et tu vois, ce que je veux dire, c'est que ce serait bizarre que ce soit juste un problème de. Elle n'a pas payé son loyer, donc du coup, j'ai coupé son tatouage. On est bien d'accord que non, c'est pas. C'est pas parce qu'elle fait $3 un type qu'il s'est passé ça. Non, on est bien d'accord. C'est pas un impayé qui va. Oui, non. C'est tellement trop orchestré. Je reviens sur une citation que je voulais dire. En fait, donc à un moment dans la BD, il y a un type qui la sort de la mouise et il dit mais tu crois quoi en fait, enfin, des midinettes comme toi à Los Angeles, il y en a tellement et la plupart elles finissent mal. Soit elles finissent justement prostituées ou soit finissent dans le caniveau. Et là aussi c'est très prémonitoire en fait. Voilà. Alors, en fait, ça me fait penser au cliché de la meuf qu'on voit souvent finir serveuse dans un putain de restaurant de burger à la con. Qui est super aigri parce qu'elle était venue à Hollywood pour devenir actrice. C'est ça. Après, par rapport à ce qu'a dit le policier, la différence quand même, c'est que l'orchestration du meurtre, le truc du tatouage, le machin, est quand même beaucoup plus fort que la meuf qui est juste retrouvée morte dans un caniveau, quoi. Ah oui, mais je sais très bien que j'imagine bien que le gars. En fait, la minutie, la minutie fait que, comme je vous l'ai dit, puis je vous oriente un peu, mais c'est fait cliniquement. Enfin, clairement, c'était pas juste intérêt. C'est un mec qui touchait de ouf. Mais en fait, pas que. En fait, il se peut que il y ait plusieurs personnes en fait dans cette histoire, qu'il n'y ait pas qu'un suspect, parce que donc l'épisode des 3 inconnus dont je vous ai très très brièvement parlé, c'est quand même un moment où elle s'est exilée de Los Angeles parce que déjà elle était angoissée à cette époque-là, donc quelqu'un lui voulait du mal. Elle s'est retrouvée hébergée chez une petite famille modeste à San Diego. Personne ne savait où elle était, personne ne savait, à part 2 types avec qui elle flirtait. Une nuit, vers 1h ou 2h du matin, une voiture a stationné devant cette maison où elle était. Donc, dans cette maison, il y avait une femme, une ancienne infirmière de guerre et sa fille qui bossait au cinéma dans le centre-ville de San Diego. 3 personnes sont descendues de la voiture et ont essayé de fracasser la porte d'entrée en essayant d'entrer dans la maison par plusieurs entrées. Donc, donc, il y avait 3 filles dans la maison. Il y avait Elizabeth Short, il y avait la mère de famille et il y avait la fille qui revenait du cinéma du travail. Les 3 ont été incapables d'identifier les personnes parce que c'était en pleine nuit noire. Mais lors du témoignage des enquêtes de police, elles ont dit mais Elizabeth Short était pétrifiée. Elle, tout de suite, elle avait compris que c'était pour elle. Elle savait ce qui se passait, mais... Et on n'a jamais su qui sont ces personnes. Donc tu vois, il y a tout un cosmos de personnes autour qui sont plus ou moins suspectes en fait. Voilà, c'est très compliqué. Voilà pourquoi c'est fascinant. En fait, depuis le départ, elle savait qu'elle avait énervé des gens, quoi. Et on peut s'en douter. Peu importe la façon dont elle avait fait. Ouais, et puis des gens qui sont très peu recommandables. Enfin, toute la BD, visiblement. Ouais. Mais non, mais enfin, comme vous le dites vous-même, c'est-à-dire des gens très peu recommandables. Ça peut être de la mafia, ça peut être des types machin, mais encore une fois, la manière dont sa mort est orchestrée, on est sur un niveau qui est encore différent. Donc c'est compliqué de reconstituer tout ça. Ok. Voilà. Merci d'avoir pris plus sur ce truc parce que tu en avais parlé vite fait l'autre fois et du coup je connaissais pas l'histoire. Et du coup, il faut savoir, donc je reviens, la BD c'est très documenté, c'est très bien fait. Le Dahlia Noir de James Ellroy c'est beaucoup plus romancé, il se permet beaucoup de liberté. Enfin, c'est pas. Il n'avait pas toutes les infos aussi. Et c'était pas déclassifié à l'époque. Et le film du Dahlia Noir, je crois que c'est Brian De Palma. C'est pareil, c'est pas. Ne cherchez pas. Palma. Voilà, c'est ça. Ne cherchez pas la vérité. Ne cherchez pas la vérité, voilà. Pas dans un film de Palma. De Palma. Voilà, mais même ne serait-ce que juste sur Internet, vous verrez, vous aurez
1 milliard de sources documentées, de trucs, de machins. Voilà. Ok. Je vais me prendre un petit podcast là-dessus, moi, je pense. Ah, il y a moyen. Oh, c'est sûr qu'il y a un podcast sur Il y a Dahlia Noir. forcément des mecs qui ont fait des enquêtes là-dessus. Tu dois avoir des... Tu passeras un petit podcast du Dahlia Noir en boîte de nuit. Ça peut être pas mal, ça. Hop, Est-ce que vous êtes chaud? On a retrouvé son tatouage dans son vagin. Ah bah tu vas faire un méca drop avec ça. Hein. C'est le drop. Non, moi j'étais pas prêt. Ah bah, J'étais pas prêt, je savais pas de quoi t'allais parler. J'étais pas prêt, ça Pépé, il a pas dit un mot depuis que t'as commencé. En fait, le truc, c'est que t'as commencé par décrire l'assassinat, enfin comment on l'a retrouvé. Et là, je me suis décomposé. Et je commence à reprendre des couleurs, ça va là. Un dernier détail sur sa bite. Repense à 4. Non mais donc sa manière donc la bisection de son corps en fait c'est un terme chirurgien, c'est une hypersectomie, un truc comme ça. Il disait que à l'époque de sa mort, seuls 4 chirurgiens étaient capables de faire cette opération puisque c'était quelque chose qui était encore expérimental et qui n'était pas encore passé dans les pratiques chirurgicales. Mais alors, donc c'est très ciblé. Attends, tu veux dire que non mais attends, c'est un découpage. Attends, j'essaie. Pardon, ça va peut-être se rejoindre, mais pour moi, tu prends l'exemple d'une guillotine, par exemple, te sectionne en deux de façon parfaite et propre. Là, qu'est-ce qui fait qu'on voit que c'est la main d'un chirurgien? Est-ce qu'il y a une découpe particulière? Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. C'est trop tard, je vais te montrer le plan de sa mort. En gros, il préserve l'intestin. Mais en gros, le challenge d'un chirurgien, c'est de maintenir son patient en vie. Un mec qui travaille sur un cadavre, il en a rien à foutre, il peut se foirer. L'hypersectomie, c'est très précis, c'est entre ces vertèbres-là. Donc c'est vraiment fait de manière chirurgicale. Ah d'accord, ok, il y a vraiment et il y a pas, c'est impossible que ce soit un hasard. Ah non. Enfin, je veux dire, quand tu regardes les lacérations, tu dis le mec est un fou, mais en même temps c'est fait avec une telle précision clinique que tu dis mais c'est un fou, mais c'est pas juste un fou qui a fait ça sur le coup de la colère. Donc il y a 4 personnes censées, alors 4 plus on va dire. Il y a 22, aujourd'hui en 2023 il y a 24 suspects principaux présumés. Sur les 24 suspects principaux présumés, maintenant il y en a 3-4 dont un, là, je vous ai pas dit son nom, je vous laisserai découvrir pour eux parce que vous verrez, c'est fascinant. Mais il y en a un aujourd'hui, donc celui qui a été découvert en 96, où il y a beaucoup de faits concordants et on se dit, ouah, le type est glaçant. Oh, on dirait lui quand même. Oui, mais on va peut-être. Mais on peut pas le faire de source sûre. On va peut-être dire ça du truc, mais en gros, le principe de faire une opération, c'est de maintenir son patient en vie. Un mec qui opère un cadavre, bah du coup oui il peut le faire sans s'inquiéter de savoir s'il va toucher la moelle épinière et tout le bordel. Donc oui il va taper des trucs et il s'en bat les couilles quoi. Ouais, oui c'est ça. Donc, oui il y a une précision dans le truc. Mais oui, c'est pour ça en fait je comprends pas comment on peut dire c'est quelqu'un qui va le faire. On peut pas shortlister sur les 4 chirurgiens qui ont réussi l'opération quoi. Si, alors par rapport à la manière dont l'opération a été faite, en fait c'est une opération qui est très précise. Oui mais sur un cadavre on s'en fout. C'est ça, je pense que vraiment t'as des experts qui arrivent à faire la différence. Ça se verrait quand même si c'était mal fait. Oui, en fait, c'est-à-dire que si c'était mal vivant, oui, ça se voit quand c'est mal fait parce que le mec il marche en fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Sur un cadavre, il marche pas. Il marche pas. Et par contre, ça me fait penser du coup à ta série. Moi, je connais la version franco-anglaise, mais The Tunnel que t'avais présenté. Ouais. Où quand même le corps est découpé justement exactement en deux à ce niveau-là. C'est vrai. Et je pense que du coup, c'était peut-être le méga, mais du coup, j'avais pas le lien avec le Dahlia Noir, mais je pense que c'était fortement. Il est avec Xavier Dupont de Ligonnès peut-être. À palper. Non, mais j'entends ce que tu veux dire. La bonne vertèbre, je coupe entre les deux. Je sais pas, moi, quand je découpe mon poulet, je me foire à chaque fois, alors que je sais qu'il risque rien. Oui, mais t'as pas une scie de bûcheron pour bien le faire. Ah, j'ai pas le bon couteau, peut-être. Il faut un couteau mécanique. Merci Angelo, non? Merci. Ou pas, je sais pas. Merci. Moi j'ai bien aimé. En tout cas, on va s'engueuler maintenant pour savoir comment on découpe un cadavre. Je propose qu'il y en ait un qui fasse la victime et puis les 4 autres qui essayent. Mais la BD a l'air vraiment belle. Je ne peux que vous recommander cette BD, vraiment, elle est incroyable. C'est très beau, l'objet est magnifique déjà. Merci beaucoup. Tu l'as chopé à la mystérieuse librairie? Est-ce que je l'ai chopé à la mystérieuse librairie? Non, mais sûrement on peut la trouver partout. Elle est vraiment là en ce moment. Elle a été, depuis les fêtes, elle a été rééditée. On la trouve facilement. Est-ce que tu peux redire le nom total pour que les gens la retrouvent? Oui, c'est A Short Story, donc par Ron et Florent Maudou, la véritable histoire du Dahlia Noir, édité chez Rue de Sèvres au label 619. Merci beaucoup. Merci Angelo. Merci Angelo. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Des bisous. Travail terminé. Houston, on a un problème.
J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. J'aime me battre. Je l'écoute, mon cher Michel Boucheta. J'ai vu un homme s'enfuir. Il était comment? Il était de dos. On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier. Hasta la vista, baby.